simplement l'incapacité de répondre à la question principale. Comment l'organisme humain, par exemple, ou tout autre biosystème, est-il codé dans nos chromosomes? Ni l'embryologie ni la génétique classique n'ont répondu à cette question. Une question simple. Comment coder la forme de l'œil, la forme de l'oreille, la forme du nez, et ainsi de suite? La génétique classique ne répond pas à cette question. Elle dit que différents gènes protéiques s'activent successivement, etc. Ce n'est pas une réponse. Ensuite, on avance des thèses, les soi-disant thèses de Wolper, sur les gradients, pour ainsi dire, des morphogènes, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Donc, cela ne fonctionnait pas. Mais un principe simple de la génétique linguistique ondulatoire l'explique. Pour comprendre comment un embryon se construit lui-même au cours du développement, en construisant son propre espace, il faut un hologramme. L'hologramme crée une image à 4 dimensions, 3 spatiales et une temporelle. Un modèle ondulatoire qui naît du rayonnement cohérent émis par les chromosomes, explique donc et donne une réponse très simple, à la manière dont se construit la structure spatio-temporelle de l'organisme. Et un autre point qui est très important. Après tout, nous sommes constitués, l'organisme humain par exemple, de 200 milliards de cellules. C'est un immense état cellulaire. Idéalement, chaque cellule devrait tout savoir des autres. Or, du point de vue de la génétique classique, il n'y a aucune réponse à cela. Nous disons que l'information génétique est non locale. Elle est non locale au moins selon 2 dimensions, dont la dimension holographique. Un hologramme est une image floue. Dans un hologramme, on ne trouve pas d'image concrète. Elle n'apparaît que lorsque l'hologramme est lu. C'est la même chose dans l'appareil génétique. C'est, d'une part, le principe de sa nature holographique. Et d'autre part, le principe qui explique comment 200 milliards de cellules savent tout les unes des autres, et, en somme, instantanément. Car fractionner cela dans le temps reviendrait à plonger le biosystème dans un état de grande indétermination. C'est donc le principe de la non-localité quantique. Autrement dit, l'information génétique est instantanément distribuée dans tout le biosystème, et chaque cellule sait tout de chaque autre, mais n'en prend que ce dont elle a besoin. Ces thèses sont nouvelles, fondamentales, et elles suscitent donc une forte résistance dans la génétique officielle. Néanmoins, la pratique montre que nous avons raison. Voilà ces idées fausses, je vous les ai énumérées. Les voici. D'une certaine manière, on considère qu'il existe un compromis entre l'aléatoire et le déterminisme. La nature aléatoire des mutations est étudiée depuis fort longtemps. Ces mutations aléatoires, souvent nuisibles, sont en général corrigées. Mais lorsque les mutations sont contrôlées par la cellule, elles deviennent alors utiles et contribuent à ce que vous nommez dans votre livre une évolution raisonnable et non darwinienne. De plus, et c'est un autre paradoxe dans la lignée de ce que vous disiez, plus un biosystème est complexe, plus la part de cette partie non codante du génome, comme on l'appelle aujourd'hui, est importante. Tout cela peut nous amener à un homme qu'il faudrait mentionner, car il a posé de nombreux principes et recherches fondamentaux, et cet homme s'appelait Sherbak. Quelles ont été les découvertes, les étapes et les contributions vers ce qui s'appelle aujourd'hui la génétique linguistique ondulatoire? Quand on parle de Sherbak, Eh bien, répondons d'abord à la position classique, introduite en fait par Darwin, selon laquelle une telle incertitude et une variabilité indéterminée de l'appareil génétique due aux mutations permettent d'évoluer. Oui, nous ne contestons pas cela. Oui, les mutations peuvent être utiles. Quant aux travaux de Sherbak, il y parlait de la symétrie du code génétique. C'est un travail particulier, pour ainsi dire, un travail très important, car l'appareil génétique possède effectivement une symétrie, nous l'avons également démontré. Mais lui, Sherbak, dit que l'appareil génétique a la capacité de calculer, et il opère avec des concepts d'arithmétique, y compris le concept fondamental de zéro. C'est une position très importante introduite par Sherbak. Mais cela nous entraîne dans une partie très profonde, pour ainsi dire, du codage génétique.
Je pense que pour la plupart des gens, ce ne sera pas clair. Je me limiterai donc à dire qu'il a introduit le principe selon lequel l'appareil génétique calcule mathématiquement son travail. C'est un calcul mathématique arithmétique. Voilà en 2 mots les travaux de Sharbach. Vous avez mentionné précédemment que les pionniers de l'ADN utilisaient une certaine terminologie linguistique, mais plutôt dans un sens métaphorique, symbolique. Ainsi, les livres populaires étaient remplis de phrases telles que l'ADN est un texte. De là découlaient des réflexions pour savoir si quelqu'un l'avait écrit ou non. Mais, en fin de compte, il s'agissait toujours d'une métaphore. Mais si nous essayons maintenant de faire le lien, pourquoi le génome est-il similaire à la parole et au langage? Et quelles possibilités une telle réflexion offre-t-elle? Après tout, dans vos recherches, vous êtes parti d'une prémisse en quelque sorte littérale, selon laquelle ce langage n'est pas seulement une métaphore et, comme nous le verrons plus tard, cela permet de toute nouvelle façon de communiquer avec l'ADN et d'expliquer comment il communique avec l'ensemble de l'organisme et avec l'environnement. Alors, de quelle manière la linguistique et l'ADN sont-ils liés dans le sens dont nous parlons, concernant vos recherches? Oui, c'est une position fondamentale selon laquelle les gènes sont des structures semblables à la parole. On pourrait dire des mots. Cela a été suggéré et affirmé, mais pas tout à fait de cette manière. Crick a proposé de considérer les gènes comme des textes. Mais, je le répète, il considérait cela comme une métaphore, une comparaison poétique. C'était simplement pratique de les appeler ainsi, des textes. Il a soupçonné jusqu'à la fin de sa vie que la séquence des lettres dans les gènes qui codent les protéines avait un sens. Et ce que je disais au début, ces mêmes triplets de lettres qui codent les acides aminés dont sont faites les protéines. Ils obéissent aux lois de la linguistique. La moitié des codons sont des synonymes, l'autre moitié des homonymes. Et cette incertitude homonymique, cette ambiguïté de ces codons, indique justement qu'il faut la surmonter. C'est comme dans le langage humain, quand on utilise le mot anglais box. On ne comprend jamais de quoi il s'agit, ni quel est le sens de ce mot. Est-ce une boîte ou un sport? C'est-à-dire qu'il faut placer ce mot dans son contexte, dans une phrase entière, et alors il sera clair qu'il s'agit, par exemple, d'un sport, n'est-ce pas? Ou qu'il est question d'une petite boîte. Et puisqu'il y a un contexte, c'est-à-dire une phrase entière, il faut la comprendre. Si vous ne la comprenez pas, vous ne saisirez jamais le sens du mot homonyme. Et si c'est le cas, s'il y a des significations et que l'appareil génétique les comprend, cela signifie que l'appareil génétique réfléchit. C'est une structure quasi pensante. C'est un principe fondamental qui ouvre des horizons entièrement nouveaux pour le codage génétique, qui était auparavant inconnu. On pensait que les gènes codaient pour les protéines, et c'est tout, ou pour l'ARN, et c'est tout. En fait, il y a un sens. C'est un tout autre horizon. D'autres aspects qui permettent de voir le cancer, par exemple, tout autrement, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gènes, appelés proto-oncogènes, des proto-oncogènes qui, en temps normal, remplissent des fonctions normales. Pour ainsi dire, ils codent certaines fonctions. Tout va bien. Mais il suffit qu'un proto-oncogène saute à un autre endroit pour qu'il devienne un oncogène, provoquant un processus cancéreux. Pourquoi? Il a changé de contexte et est devenu autre chose. Ou par exemple, les rétrovirus, en particulier le virus du sida, la VIH. Donc, quand il infecte une personne, en ce moment, il y a, certes, beaucoup de controverses sur le fait de savoir si le VIH est la cause du sida, mais c'est une autre discussion. Je dirais simplement que lorsqu'un rétrovirus pénètre dans l'appareil génétique humain, il occupe au début une place où il n'est pas compris par la cellule, et il y reste de nombreuses années. Mais il lui suffit de se déplacer à un autre endroit, tout comme pour un oncogène. L'oncogène a sauté à un autre endroit. C'est l'effet de transposition, comme on l'appelle, parce que les gènes sautent. Pourquoi sautent-ils tout le temps? Ils ne peuvent donc pas rester en place. Eh bien, ils sautent pour changer leur propre contexte. Une fois qu'ils ont changé leur propre environnement sémantique,
leur propre sens change également. Et donc, si, par exemple, le génome, c'est-à-dire le génome du VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, a sauté de cet endroit du chromosome où il n'était ni lu ni compris par la cellule. S'il a sauté à un autre endroit, il commence alors à exercer des fonctions lourdes, des fonctions pathogènes. Il en va de même pour le protoncogène. Si le protoncogène change de place, il devient alors un gène cancéreux qui provoque le processus cancéreux. Voilà l'importance de la composante linguistique à laquelle on ne pensait pas auparavant. Vous comprenez, c'est un aspect du codage génétique qui concerne les structures textuelles du génome. Et il y a un autre aspect lié à cela, le déplacement, les sauts, les transpositions de gènes, de morceaux, c'est-à-dire de fragments d'ADN, provoquent une réorganisation de la structure à cristaux liquides des chromosomes. Et la structure à cristaux liquides des chromosomes a la nature d'un cristal liquide cholestérique. Et sur ces cristaux liquides est enregistrée l'information holographique, ce dont je parlais. C'est-à-dire que sans l'information holographique dans les chromosomes, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi le nez pousse ici et les oreilles là, et non l'inverse. Et si cet hologramme est perturbé, vous pourriez vous retrouver avec le nez qui pousse ici, une oreille qui pousse là, et des dents qui poussent dans le péricarde. Vous comprenez? Voilà l'importance de la partie holographique du codage génétique, qui est également accompagnée d'aspects textuels, car la deuxième fonction des gènes est aussi textuelle. Nous avons spécifiquement étudié les séquences de nucléotides dans les gènes, et il s'est avéré que ces séquences de nucléotides dans les gènes ont exactement les mêmes régularités que le langage humain. Si l'on étudie les mots humains lettre par lettre, n'est-ce pas? Ils sont construits selon le principe dit fractal, un principe qui s'applique tant aux gènes qu'à n'importe quel langage humain. Donc, l'appareil génétique est de nature fractale, c'est-à-dire qu'il est autosimilaire à différentes échelles. C'est un point très important concernant le codage génétique. C'est en quelque sorte la composante géométrique du code, la fractalité. Il y a une autre fractalité, la sémantique. Alors, en quoi consiste la fractalité sémantique du codage génétique? Par exemple, on peut écrire un roman, ou simplement en faire un bref résumé, une description concise. Ce sera la même chose à des échelles différentes. Voici un exemple de fractalité sémantique. La forme la plus élevée de fractalité sémantique existe. Par exemple, en mathématiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'une formule, une courte formule, reflète de très grandes régularités. Par exemple, la formule d'instinct E égale MC2, une petite formule courte, mais elle contient une énorme quantité d'informations. C'est la compression ultime des significations. Le code génétique a donc la propriété de compresser l'information. C'est un aspect très important qui a été complètement ignoré. On commence maintenant à le comprendre. Et tout cela se traduit par des technologies concrètes, notamment celles que nous utilisons. Je pourrais en parler plus tard. En 2011, je crois, le lauréat du prix Nobel Luc Montagnier, avec qui vous avez également collaboré. Il a introduit le concept d'ADN fantôme, c'est-à-dire une situation où des photons façonneraient la forme de l'ADN même en son absence. Dans quel contexte? Quel est le lien avec la génétique linguistique ondulatoire de ce concept d'ADN fantôme?